Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à le stipuler dans le chat. On va attendre que les gens se connectent. Oui. Bonjour tout le monde. Et bonjour à tous. Et bienvenue dans notre salon Bulle d'Air. La situation et la crise sanitaire nous font que nous sommes obligés de nous réinventer un peu cette année 2020. Exactement. Et c'est pour ça que nous commençons une campagne de webinaire, et c'est notre premier aujourd'hui, avec une thématique bien particulière. C'est en 2021, comment améliorer vos indicateurs de performance grâce aux critères de sécurité et surtout de développement durable. Alors, on est sur notre premier webinaire, donc bienvenue dans notre salon Bulle d'Air. Alors, on a accès en direct au chat, donc je vois que tout le monde peut répondre et tout le monde communique, donc ça fonctionne. N'hésitez pas à regarder, vous avez un onglet chat pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, un onglet questions et un onglet sondage. Donc, si vous avez des questions, pensez bien à les préciser dans cet onglet, comme ça on pourra y répondre sur la fin. Et il y a également une partie sondage où on vous demandera un petit peu votre avis. Tout à fait. Donc déjà pour se présenter, bonjour à tous, encore une nouvelle fois. Je suis François Suzanne, je suis chef de produit chez Knof Industries et j'ai le plaisir de présenter ce premier webinaire avec Olivier. Donc Olivier Dutet, je suis responsable commercial également chez Knof Industries et je travaille pour la marque Bulle d'Air. Et on parle également de Valérie Friedel qui n'est pas visible à la caméra mais qui est bien dans le backstage et qui va pouvoir vous répondre également au chat si vous avez des problématiques. N'hésitez pas à lui dire et elle pourra également anticiper quelques questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on présente un petit peu notre société. Donc, aujourd'hui, avec François, on représente la société Knof Industries. Donc, Knof Industries, c'est le leader de la plasturgie de mousse alvéolaire technique. On a une quarantaine d'usines à travers le monde et on représente 340 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un total d'un petit peu moins de 2500 collaborateurs. Aujourd'hui, le marché Knof Industries, on est sectorisé en marché. On travaille avec des industries qui sont très exigeantes. Donc, on va travailler avec l'automobile. On travaille également avec les groupes pharmaceutiques, le marché agroalimentaire et également toutes les industries manufacturières. En ce qui concerne les industries manufacturières, nous avons dédié une marque ambassadrice pour le groupe Knof pour tout ce qui était développement de solutions légères à faible empreinte carbone, 100% recyclable, mais aussi réutilisable. Et c'est là, en fait, qu'on a créé cette marque Bulle d'Air avec le symbole de l'infini, l'infinité des solutions, qui est une chose très importante pour nous. Notre objectif pour nous, c'est dans cette marque Bulle d'Air, c'est d'avoir plusieurs gammes de produits. Et une des gammes aujourd'hui produits qu'on mettra en avant, c'est la gamme de solutions de manutention légère que nous avons appelée EasyMove. Ça s'appelait EasyMove, c'est la marque du gorille avec le ballon là, qui représente la force et surtout la légèreté d'un gorille qui est soulevé par un ballon de baudruche. Exactement, le côté musclé du gorille. Fort mais résistant. Fort mais résistant. Donc aujourd'hui, on va articuler cette présentation, ce webinaire en trois axes. Donc le principal, on va commencer avec la sécurité des produits et des opérateurs. Et avec François, on a décidé d'aborder dans cette thématique quelques points qu'on avait tendance à négliger. On va dans un second temps parler de l'éco-friendly. Donc c'est un terme qu'on entend beaucoup et on va essayer de définir un petit peu les enjeux, mieux les comprendre, ces enjeux. Et enfin, on va vous présenter une solution qu'on a développée, qui est une gamme Comeback, notre gamme Comeback. Donc, je vais laisser la parole à François dans un premier temps pour illustrer la sécurité des produits et des opérateurs. Exactement. Quand on parle des points que nous avons tendance à négliger, c'est qu'on a souvent des points en mémoire où nos clients pourront avoir des points qui semblent logiques. Et quand on parle de sécurité des produits, c'est surtout bien protéger son produit. On dit toujours protéger le plus précieux que nous avons dans un colis. Là, on peut voir sur l'image, c'est d'avoir un colis qui est un peu déformé. C'est toujours une expérience qu'on a pu avoir nous-mêmes dans notre expérience professionnelle, mais aussi personnelle. C'est de recevoir un colis abîmé et ça génère quand même une certaine forme de frustration. De frustration. On s'est tous retrouvés au moins une fois, malheureusement, dans cette situation de recevoir un colis défectueux, un petit peu comme l'illustre cette image. Voilà. Donc nous, bien entendu,
tous les critères de réévaluation, de transport, de logistique, de retour. Ça représente beaucoup de coûts, ça c'est sûr, mais nous, on a voulu, quand on vous dit les points que nous avons tendance à négliger, c'est surtout des points liés au coût d'acquisition. Quand on parle de coût d'acquisition, c'est une notion que tous les membres de votre société ou vos collaborateurs n'ont pas forcément en tête ou en mémoire ou une priorité. Et nous, aujourd'hui, on sait l'évaluer et on sait que comme une vente ou un colis abîmé qui arrive est défectueux et qui va venir en retour chez nous, c'est une vente de perdu ou alors c'est des investissements marketing perdus. Pourquoi ? Parce que quand on fait les efforts marketing, publicité de vos commerciaux, même de vos salariés ou même de votre direction, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'engagement. On cherche l'engagement du consommateur. Et c'est sûr que le produit défectueux, ça donne une mauvaise image. Et limite, je pense que le consommateur ne recommandera plus ultérieurement. Et je suis bien placé pour le dire, parce qu'aujourd'hui, être commercial, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a un gros travail qui est fourni derrière. Et c'est sûr que si tous ces efforts qui en parallèle sont anéantis parce qu'on n'a pas pris soin de la sécurité du produit, c'est des coûts d'acquisition qui sont élevés. Et oui, et quand tu dis coût d'acquisition, c'est une chose, et on y va directement sur la fidélisation. C'est comme je le disais, l'expérience et le retour client-consommateur, on peut le voir beaucoup dans le e-commerce. C'est sûr qu'une déception, ça va être un mauvais commentaire sur Internet, ça va être une image de marque qui va être un peu blâmée. Et nous, c'est vraiment des points sur lesquels on souhaite vous sensibiliser. Encore une fois, vous êtes sûrement sensibilisés. On préférait, nous, vraiment vous revenir vers vous avec ces 3 points, enfin ces 2 premiers points et surtout le dernier point après. Oui. Alors déjà sur la fidélisation, on a tous connu ça et c'est vrai que pour moi, en tout cas pour ma part, c'est radical. Si je reçois un produit qui est défectueux, tout ce que ça va engendrer derrière entre les mails pour avoir un remboursement, c'est des choses qu'on a de plus en plus sur le e-commerce et ça va vraiment nous impacter. Et aujourd'hui, on est sur un système de notation universelle. Tout est noté, tout est répertorié sur Internet. Et un client qui n'est pas satisfait aura tout le temps tendance à le dire plus facilement que lorsqu'il est satisfait. Notamment, ce que tu veux dire, Olivier, aussi, c'est important de parler de ces notions d'investissement, mais il y a aussi pour l'entreprise et pour vos collaborateurs ou pour votre entreprise, il faut savoir qu'un retour produit, quel que soit le secteur d'activité, un retour produit mobilise 7 personnes dans une société. Donc, ça engage des charges salariales très importantes. Et ça, c'est un coût non négligeable et qu'on a souvent tendance à négliger. Voilà, tendance à négliger. Voilà, il va y avoir toutes les personnes qui vont retraiter le stock, toutes les personnes qui vont reconditionner s'il y a besoin de reconditionner, les personnes qui sont mobilisées pour justement évaluer le problème qualité. Et c'est surtout, Olivier, par rapport à ça, il va falloir former et trouver des nouvelles solutions pour éviter un nouveau produit endommagé chez notre client. Et c'est ça, en cela, que je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions à avoir et à anticiper. Ok. Donc, on va pouvoir attaquer la deuxième section de cette première partie. Et pour ça, on vous a fait un petit sondage qui est sur les troubles musculo-squelettiques. Et en gros… Les fameuses TMS. Les fameuses TMS, hein, Okay. c'est ce qu'on entend parler de partout. Allez dans le petit onglet sur la droite du côté chat. N'hésitez pas à répondre. Savoir, selon vous, quel est le coût annuel des TMS dans le secteur du transport et de la logistique? On aime beaucoup avoir votre avis et ça, c'est hyper important pour nous. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup d'argumentaires sur des solutions, mais votre avis est très important pour voir comment on peut mieux expliquer demain certaines solutions, certains mots qu'on peut retrouver, mots MAUX qu'on peut retrouver dans l'industrie. Et c'est important. Nous, on a voulu mettre en avant ce coût et vous verrez dans les slides plus après dans la présentation, le réel coût dans un secteur d'activité précis qui est le logistique. Donc, je propose qu'on attaque avec la sécurité des opérateurs. Donc voilà, on a parlé beaucoup de sécurité produit. Ça, c'est une chose parce que c'est encore quelque chose qu'on nous avons en mémoire. C'est toujours le lien qui se fait entre le client et l'entreprise manufacturière ou notre société. Aujourd'hui, la sécurité des hommes, les opérateurs, ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on est très… ça fait partie aussi des nouvelles générations, mais aussi la sécurité et le bien-être des gens au travail, c'est important. Et encore plus des opérateurs. Nous, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui que nous avons. Et on veut penser toujours à comment nos opérateurs, nos collègues en production, nos collègues dans les bureaux, mais aussi vous et vos collaborateurs chez vous,
être dans les meilleures dispositions pour être plus efficace et plus engagé pour son entreprise. Exactement. Et on a ce recul parce qu'on est également une industrie. Donc, on a, comme tu l'as dit, des opérateurs qu'il faut chouchouter ou en tout cas, il faut en prendre soin, pour l'avenir. Prendre soin de ses collègues. Donc, dans la sécurité des opérateurs, les points qu'on a tendance à négliger, c'est tout ce qui est nécessaire à la manutention du produit, tout ce qui est le levage. Et on entend beaucoup d'informations sur le marché. On a beaucoup d'informations de nos clients sur les ports de charge. Et alors, nous, on a préféré le distinguer et surtout vous donner 3 chiffres clés dans le port de charge. En fait, un des premiers chiffres clés dans le port de charge, c'est la valeur du poussé-tiré. Poussé-tiré, un chariot, poussé-tiré, une solution de manutention roulante. Ça, il faut savoir que le maximum pour un opérateur, c'est 200 kg. Voilà, ça, c'est le maximum pour un opérateur en termes de poussage et de tirage. Une des deuxièmes informations qu'on a voulu vous mettre en place, c'est qu'aujourd'hui, dans la manipulation d'un opérateur ou d'un collaborateur, quel qu'il soit, en logistique, manutention ou en production, il faut savoir que le maximum autorisé, c'est 7,5 tonnes. Donc, il y a une notion de récurrence, du coup. Exactement, récurrence. Mais 7,5 tonnes, c'est quand même important et c'est sûr que tout le monde ne peut pas avoir cette notion et c'est important de la remettre en place. Et ça, c'est le maximum autorisé. Voilà. Et après, il y a ce fameux port de charge, de prendre un bac et de dire si je suis une femme, si je suis un homme, combien je peux soulever dans une unité de conditionnement tel qu'un bac. Et aujourd'hui, la norme est régie par une norme AFNOR, la norme NFX 35-109. C'est une norme française et qui, elle, dit c'est 15 kg par unité de conditionnement type un bac. Aujourd'hui, certains de nos clients adaptent cette norme. Dans l'industrie automobile, on peut avoir des gens des grandes marques françaises qui sont à 15 kg par unité de conditionnement. Qui vont aller soit à 15 ou qui vont peut-être même aller de l'avant. Peut-être de l'avant ou peut-être qu'ils vont même anticiper à avoir que 10 kilos. Donc, c'est là que c'est important aussi de prendre tout en considération dans la sécurité de l'opérateur. C'est aussi le choix d'unité de conditionnement et le choix du support de manutention. Et c'est peut-être de par toutes ces valeurs, on a du 200 kg, du 7,5 tonnes et du 15 kg, parfois 10, parfois 12, que moi, mes clients, ils sont toujours un petit peu perdus. Et aujourd'hui, là, ce qui est super important, c'est de se dire qu'il y a une norme, c'est la norme AFNOR, c'est celle que tu nous as citée juste avant, voilà. Et qui encadre tout ça. Donc, il y a un cadre légal par rapport à tout Après, ça. chacun est libre, comme tu dis, vous êtes libre de mettre avec vos équipes en place des normes qui sont plus appropriées, mais sachez que cette norme est… Et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de charges. Toutes ces charges vont entraîner, en tout cas mes clients en parlent de plus en plus, tout ce qui est sollicitation biomécanique et tout ce qui est TMS. Et moi, mes clients, aujourd'hui, ils me disent, j'ai des opérateurs qui ont mal au dos. Alors, TMS égale mal de dos? Alors, pas forcément, c'est toujours la face immergée de l'iceberg qu'on peut toujours voir. Les TMS, et parce que tout le monde, c'est devenu un peu un terme qui est utilisé pour tout le monde, que ce soit un collaborateur qui est dans un bureau ou quelqu'un qui est derrière dans une usine de fabrication ou en logistique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même l'équation des TMS ou tous les mots un salarié peut rencontrer sont liés à plusieurs facteurs. Le stress. Il faut pas la situation pandémique peut créer certains stress, une certaine angoisse. Un côté anxiogène. Exactement. L'organisation au travail, ça c'est sûr, on peut mettre en place tous les équipements nécessaires. S'il n'y a pas une bonne organisation ou des flux qui sont logiques, ça sera compliqué et ça peut entraîner des troubles musculo-squelettiques. Après, il y a les facteurs psychosociaux, c'est bien se sentir aussi, ça fait partie du management. Être bien à son travail. Être bien dans ses baskets, comme on peut dire. Donc ça, c'est une équation personnelle et professionnelle. Et je pense que la symbiose des deux fait que on limite les troubles musculo-squelettiques. Et c'est ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment un écosystème de ce que tu nous expliques. C'est qu'aujourd'hui, les TMS ne sont pas que liés au poids. Non, pas forcément, comme tu l'as dit. Donc, en ce qui concerne, tout à l'heure, on vous a fait un petit sondage, on va vous apporter quelques réponses et on pourra regarder un peu quelles étaient vos réponses par la suite.
Nous, on a choisi de se baser sur le transport et la logistique, ce secteur d'activité. On aurait pu prendre d'autres, l'industrie pharmaceutique ou autre, mais nous avons choisi ce secteur. Il faut savoir que la part des TMS dans les maladies professionnelles reconnues, c'est 95% dans la logistique. D'accord, ok. Et 15% sont liés au mal de dos. Donc, c'est pas un hasard que mes clients me parlent toujours de ce mal de dos. Toujours de mal de dos. Moi c'est un chiffre qui a pu me paraître surprenant, le 15%, parce que pour moi, dans la logistique et dans le transport, je pense toujours à des équipements surdimensionnés, à des robots, à des AGV, à des chariots élévateurs, à des transpalettes. Mais on peut voir aussi que le mal de dos est hyper important. Donc, les manipulations et tout l'exercice qu'on peut faire dans un flux logistique ou de stockage sont à prendre en compte, et le mal de dos, ça représente 15%. Ok. Alors, concernant l'impact financier des TMS, j'ai vu un petit peu les réponses. Je vois que dans l'ensemble, peu de personnes, on voit 9%, ont mis la valeur la plus faible, qui était à 53 millions d'euros. Et on est partagé entre 73 et 93, qui était, on a à peu près 50% et 40, un peu plus de 40%. Donc, ça veut dire que c'est bien, vous avez quand même une bonne notion de ce que peuvent représenter les coûts annuels des TMS. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les TMS dans l'industrie, les nombres de journées perdues dans l'industrie de transport et de la logistique, c'est 860 000 journées de travail perdues par an. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est le chiffre constaté. Et ça, c'est selon les sources de l'assurance maladie. Et on en revient toujours à ce mal de dos qui, dans ces journées perdues, malheureusement, représente 70%. Exactement. Et du coup, en termes de coût, le coût, c'est 73 millions d'euros. 73 millions d'euros, c'est le coût annuel des TMS pour les entreprises. Donc, une bonne partie avait raison, tant mieux. Merci pour votre participation. En tout cas, c'est top. Il va y avoir un deuxième sondage et on aura encore plus de participation, j'en suis sûr. L'impact de 73 millions d'euros, il faut quand même remettre le chiffre en place. 66% de ces 73 millions d'euros sont liés au mal de dos. Ok. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la deuxième section, donc l'éco-friendly, mieux comprendre ces enjeux en 2021. Moi, je suis d'accord qu'on en parle de l'éco-friendly parce que je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, l'éco-friendly, je trouve qu'on l'utilise beaucoup. Mais c'est quoi sa définition réelle de l'éco-friendly? Alors, dans un premier temps, d'après vous, c'est quoi l'éco-friendly? Donc, on vous a fait un petit sondage une deuxième fois. N'hésitez pas à aller voir dans la partie sondage, donc toujours sur la droite du chat, pour nous dire un petit peu pour vous qu'est-ce que c'est l'éco-friendly. On va laisser quelques instants pour le temps que tout le monde réponde, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un terme qu'on entend énormément. Alors moi, c'est un terme familier. Je trouve qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un terme qui me paraît sympathique, mais où il y a des enjeux. Je pense que vous avez aussi des enjeux, et je pense que ça va vous apporter beaucoup de solutions. Je le pense parce que aujourd'hui, cette notion est peut-être galvaudée, mais va peut-être à mieux expliquer par Olivier. Donc, on le voit clairement. On a proposé plusieurs solutions, plusieurs réponses possibles dans le sondage. Et ce qui ressort en tête de liste, c'est respecter l'environnement à plus de presque 60%. Là, je vois ça fluctue un petit peu. Préserver les ressources naturelles à 25%. Et après, protéger les générations futures et être en accord avec ces valeurs qui sont un petit peu en retrait. On est autour de 10%. Ça, c'est clairement un sujet d'actualité. On parle toujours d'émissions de CO2. On parle toujours de penser à la nouvelle génération. Ça, c'est important. Bon, je pense que passer à la définition, c'est peut-être… Passer à la définition, mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, dans nos intervenants, merci d'avoir répondu. On voit que le principal point qui revient, c'est respecter une réflexion en fait sur l'environnement. Donc, l'éco-friendly, il n'y a pas de définition à proprement parler. Par contre, nous, on va, en toute modestie, on va vous en apporter une. Et ce qui est important de voir, c'est que justement, ce n'est pas une réflexion sur l'environnement et les ressources naturelles. Pas uniquement. Alors, c'est le respecter l'environnement, ça arrive en termes de sondage à 60%. Donc, dans la vision de tout le monde, c'est quand même le respect de l'environnement, mais c'est également être en phase avec ses valeurs. Et c'est surtout un terme qu'on a mis en avant, qui est le terme choisir d'être responsable. C'est se dire qu'on a le choix d'être responsable, on a le choix d'être en accord avec ses valeurs. Et il y a justement dans cette notion de valeur pouvoir protéger les générations futures. Ok. Donc dans le sondage, il n'y avait pas de mauvaise réponse. Vous avez tous bien répondu et l'important c'est d'être en accord. Ça c'est notre côté sympathique. Ça. Exactement.
Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, c'est de vous dire, comme tu l'as dit, François, le terme éco-friendly, c'est un terme qui est mis à la mode et qu'on entend à toutes les sauces et qui peut, du coup, peut faire peur. D'accord. Donc, toi, tu proposes de nous donner quelques actions qu'on pourrait vite mettre en place pour respecter, en fait, ou alors pour se l'appliquer, ce terme éco-friendly. Nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu ce terme et de vous proposer 5 actions pour débuter dans l'éco-friendly dans l'industrie. Et vous allez voir, ça va vous paraître enfantin parce que c'est des choses que vous faites pour la plupart chez vous. Donc, ça va commencer tout simplement avec la gestion des ressources. Donc, quand on parle de la gestion des ressources, on va tout de suite dupliquer ça à l'industrie, économie de matières premières et des choses et d'autres points. Mais ça peut être également économiser l'eau avec des robinets qui s'arrêtent automatiquement. C'est une chose qu'on met en place chez Knauf Industrie. Exactement. Ça peut être éteindre la lumière quand on part de chez soi. C'est des choses qui sont très simples, hein, mais qu'on peut dupliquer, qui sont déjà appliquées chez nous et qu'on peut dupliquer dans les industries. Donc, c'est faire une équation, encore comme pour les TMS, l'équation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Exactement. Okay. Dans un second temps, ce qu'on vous propose, c'est le tri et la réduction des déchets. Ça, aujourd'hui, avec l'extension des consignes de tri qui devait être finie pour cette année, mais dupliqué, reporté sur 2022, malheureusement avec la crise. C'est des choses qu'on fait au quotidien dans le foyer et c'est des actions que vous pouvez également mener en industrie en posant différents contenants et en essayant toujours de réduire un maximum ces déchets. Ça peut passer par des mugs réutilisables pour le café, par exemple. Et ça peut aussi réduire les impressions papier. C'est chose qu'on peut déjà avoir conscience, mais on peut le matérialiser, c'est une action éco-friendly. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui le font déjà et c'est très bien. Malheureusement, home office, c'est notre contexte, notre vie actuellement. Notre vie actuellement, mais c'est malgré tout, c'est une bonne chose parce que des personnes qui sont en home office, c'est des personnes qui ne prennent pas les transports ou qui ne se déplacent pas. Du coup, il y a une réduction. Donc, on n'utilise pas la voiture dans certains cas. Privilégier tout ce qui est transport en commun, c'est des choses qu'on peut mettre facilement en place. Après, on a quand même été très véloce pour pouvoir mettre en place cette action quand même dans le home office qui s'est quand même mis en place très rapidement au sein de l'industrie. Aujourd'hui, c'est un contexte aussi, je reviens toujours dans le parallèle avec l'équation personnelle, il ne faut pas non plus le home office de se couper un peu de ses salariés. Donc, c'est vrai qu'on a différents logiciels qui sont mis en place, on peut penser à Teams, ce genre de choses. Ça, c'est hyper important. Mais aujourd'hui, c'est sûr que la consigne, c'est aussi se préserver, la santé avant tout. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on peut faire ce webinaire parce que on s'est testé et tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est quand même la sécurité, c'est de prendre soin de nous et prendre soin de nos collaborateurs. C'est aussi ça. Je veux dire, quand on n'a pas cette obligation à forcément se déplacer, c'est aussi préserver et prendre soin de sa santé et de la santé des autres. Ça, c'est important. Exactement. Et je vois d'ailleurs que Priscilla dans le chat met faire du tri numérique et supprimer les mails qui ne seront pas utiles. Ça fait partie de la réduction également des déchets. C'est une bonne remarque, Priscilla, en tout cas. Donc, on ne peut pas toujours être en home office. On a toujours des choses à voir avec les équipes et on doit se déplacer en entreprise. Une action qu'on vous propose, qu'on peut mettre en place et l'entreprise peut être vecteur, c'est d'accompagner les salariés à la mobilité verte. Donc, on vous a présenté une solution de trottinette électrique. La mobilité verte, c'est pas forcément de l'électrique. Il y a l'électrique qui est compris là-dedans, mais ça peut être le vélo, ça peut être la marche, ça peut être il y a accompagner le salarié dans cette démarche de mobilité verte. J'ai vu une étude aussi pour une société qui se développe dans l'industrie automobile et qui met en place pour ses opérateurs de maintenance, pour aller encore plus vite, pour éviter les arrêts de chaîne, met à disposition des trottinettes électriques dans l'usine pour éviter d'utiliser autre système de chariot ou source de pollution. Voilà. Et enfin, moi, ce que j'aime bien préciser, c'est que l'entreprise est également un vecteur de communication. Et c'est pas toujours l'entreprise qui doit mettre les actions en place, mais par contre, elle a un rôle hyper important
dans le relais de l'information, donner l'information. On le voit de plus en plus dans les communautés de communes. Il y a des journées citoyennes qui sont organisées, alors soit par les communautés de communes, soit par les régions ou soit par le département. Mais en tout cas, l'entreprise peut communiquer à ses salariés et donner cette information. Ça, c'est une bonne idée. Et ça, je pense qu'avec le déploiement de notre programme Knauf Circular, donc on parlera un petit peu après, je pense que ça sera quelque chose qu'on pourra soumettre aussi chez nous en interne. Ça, c'est vraiment motivant, je trouve. Enfin, ce terme éco-friendly, qui n'est pas normé, entre guillemets, est quand même accompagné de termes qu'on entend souvent, encadrés, notamment la loi AGEC et le décret 3R. Donc, loi AGEC, qu'est-ce que ça veut dire? La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mais exactement. Je pense que c'est important que tu en reparles, mais c'est aussi important que tu priorises et tu hiérarchises aussi tous les arguments des 3R. Exactement. Donc, le décret 3R, il y a 3 R. Donc, le premier, c'est la réduction. En fait, on va avoir un niveau de hiérarchie, un niveau d'importance qui va aller du plus efficace au moins efficace, ou en tout cas au point qu'il faut essayer de réduire générer moins de déchets. Okay. Voilà. Donc, dans un premier temps, la réduction des déchets. Dans un second temps, on va avoir la réutilisation. Donc, le côté réutiliser, plutôt que de jeter quand on a réduit au maximum, mais qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas jeter, on va essayer de travailler en réutilisation. Donc, le côté boucle, faire des boucles pour toujours avoir ce côté déchet qui est réduit et qui est réutilisé, et donc une diminution du déchet. On parle de déchets, donc en dernier R, ça va être le recyclage et prioriser au maximum des solutions monomatériaux ou autres, mais en tout cas des produits qui sont recyclables dans les filières existantes. Donc, in fine, le recycler, c'est bien, réutiliser, c'est mieux. Exactement. Et en fait, ces 3 R sont répertoriés comme ça dans un but de dire, si on n'arrive pas à réduire, si on ne peut pas réutiliser et si on ne peut pas recycler, il faut essayer de récupérer de l'énergie. Donc, c'est un petit 4e R, mais c'est récupérer de l'énergie quand on ne peut pas recycler. Bien évidemment, il faut essayer de recycler au maximum avant, de réutiliser ou de réduire. Et le dernier point, le plus catastrophique, et aujourd'hui, chez Knauf, c'est ce qu'on cherche à combattre, c'est la mise en décharge, quand il n'y a pas d'alternative. C'est de notre rôle, en tant que commerciaux et industriels, de pouvoir proposer justement des alternatives qui s'inscrivent dans cette démarche. Donc, en conclusion, c'est limiter nos déchets et c'est préserver les ressources naturelles. Exactement. Un autre terme qui s'accompagne souvent sur le éco-friendly, ou en tout cas l'écologie, il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas chez mes clients, c'est de plus en plus d'actualité et c'est une très bonne chose, c'est la démarche RSE. Donc la démarche RSE, c'est la responsabilité des entreprises et ça permet de comprendre en fait les effets de leur activité industrielle pour pouvoir, donc il y a une analyse globale qui est portée, qui permettent de pouvoir mieux comprendre pour agir et répondre aux exigences des parties prenantes. Cette démarche RSE est souvent accompagnée d'une notion qui est le développement durable. Donc, le développement durable, on vous a remis une petite définition qui paraît, qu'on entend également toujours, comme tous ces termes, mais qui, en fait, le développement durable, c'est aujourd'hui, c'est un pêle-mêle de différentes générations. C'est de faire avec les générations actuelles notre maximum avec nos valeurs actuelles dans un but pour ne pas compromettre les générations futures. Donc, c'est toujours anticiper, c'est créer c'est créer des alternatives ou des nouveaux produits, des nouveaux services. Exactement. Ok. Ça permet le fait, c'est ce que tu as commencé à expliquer, c'est qu'intégrer le développement durable au cœur de la stratégie d'une entreprise, ça permet de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, d'ouvrir de nouveaux marchés, d'atteindre de nouvelles cibles, de nouvelles applications. On sait que les jeunes sont de plus en plus sensibles à ça et en termes de valeur également. On revient sur le côté valeur intrinsèque de la personne. Ça permet de couvrir certains risques et ça permet également de bâtir une réputation. Et les entreprises travaillent de plus en plus, en tout cas mes clients, sur le branding, sur l'image de marque, les véhicules. C'est hyper important. Également auprès des consommateurs, mais également auprès des parties prenantes.
Ce qui est super important de comprendre, c'est que ces 3 paramètres, comme on peut le voir avec cette petite animation, sont tous liés. Donc, l'environnement, le côté social et le côté économique de l'entreprise sont tous liés. C'est un véritable engrenage, quoi. C'est un véritable engrenage et l'un ne va pas sans l'autre. Et il ne faut pas que les industriels aient peur en fait, d'entrer dans ces démarches, parce que l'idée est vraiment que l'industrie soit pérenne. Une industrie qui n'est pas pérenne, c'est une industrie qui va finir par mourir et on ne pourra pas, si une entreprise meurt, elle ne pourra pas aller dans la démarche de l'environnement ou accompagner ses parties prenantes. C'est hyper important, ça donne beaucoup de notions sur la création de nouveaux produits, de nouveaux challenges en fait, où on peut challenger nos clients qui nous connaissent peut-être sur des choses ou qui attendent toujours un peu les industries sur des choses bien particulières. Exactement. Là, moi, je trouve que c'est motivant et c'est intéressant d'avoir ces 3 paramètres à mettre. Ça, pour le coup, j'avais tendance à le négliger. Je suis en train de penser, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on ne l'a pas annoncé en tout début, mais on vous a quand même prévu un petit jeu concours. Un petit jeu concours sur la fin. Donc, normal. Restez bien connectés. Et surtout, attentif à la lexique et attentif à ce qui peut être mis dans les slides qui vont suivre parce que ça va être important pour le jeu concours. Exactement. On a parlé de sécurité des produits, de sécurité des opérateurs. On est resté dans le théorique, entre guillemets. On a parlé dans le côté écologie, éco-friendly. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Knauf fait? Qu'est-ce que Knauf propose? Knauf Industries et au travers de sa marque Bulder. Alors, au travers de sa marque Bulder, comme on dit, c'est toujours les solutions à faible empreinte carbone, légères. On insiste beaucoup sur légères, mais réutilisables et surtout 100% recyclables. Aujourd'hui, on a créé cette gamme EasyMove et dans cette gamme EasyMove, il y a une bac. Vous savez, EasyMove, c'est les solutions de manutention légère. Dans la solution de manutention, il y a des solutions de bac et des solutions de bac de manutention, de bac de transport. Et nous, ce qu'on appelait chez nous comme bac, donc une marque déposée. Aujourd'hui, les principales vertus ou les caractéristiques de nos produits, elles nous semblent logiques parce que maintenant, ça fait plus de 3 ans que cette marque, on la présente à nos clients sur différents salons. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on la présente en webinaire. Mais aujourd'hui, ces caractéristiques, c'est la légèreté. Aujourd'hui, on peut vous dire que cette solution, c'est, quelle que soit sa dimension ou ses caractéristiques, c'est le bac plastique le plus léger et réutilisable du marché. C'est important de le savoir. Il y a un point que tu as soulevé qui est super important, c'est que c'est un terme, tout ce qu'on vous présente, c'est quelque chose qui est très actuel. Et toi, tu nous dis que ça fait 3 ans qu'on œuvre déjà pour ça. Oui, parce qu'on est sur l'implémentation et faire connaître une nouvelle solution à une industrie qui utilise déjà des bacs de manutention, qui utilise déjà du carton, qui utilise déjà des bacs plastiques. C'est des solutions qui correspondent parfaitement à des problématiques ou à vos besoins finaux. Nous, aujourd'hui, on vient avec une alternative qui répond à la fois aux normes pour la sécurité des opérateurs. On parle d'un bac plastique léger à 1 kg pour le format le plus grand. Aujourd'hui, on veut mettre en place des solutions pour qui favorisent une économie circulaire des plastiques. Donc, notre solution est monomatériaux. Notre solution est réutilisable, ça bien entendu. Et je respecte un petit peu ce que tu as pu nous présenter dans l'éco-friendly, mais la dernière solution, c'est pas une dernière solution, mais c'est qu'on est 100% recyclable. Donc, monomatériaux, facile à recycler. Réutilisable, c'est mieux que recycler. Donc, on coche un peu toutes les cases. Léger, on a réduit le côté émissions de CO2. Émissions de CO2 et matières premières engagées. Oui. Réutilisable, on coche la case et également 100% recyclable. Alors, ce qui est important dans 100% recyclable, c'est qu'aujourd'hui, Knauf Industries a mis en place son programme de récupération des déchets en polystyrène, Knauf Circular, donc avec cette division bâtiment et la division industrie. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui s'étend sur toute la France, qu'on met en place des chartes avec nos clients. Il faut savoir que ce programme est aujourd'hui lié au PSE et demain va être lié au polypropylène expansé. Donc la matière de nos bacs légers, c'est 95% d'air et 5% de matière. 5% de matière, c'est le 5% du polypropylène expansé qu'on cherche à récupérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre démarche de Knauf Industries et du groupe Knauf, notamment avec ce programme Knauf Circular, c'est de venir boucler, de vous proposer un produit qui coche tous les critères de performance actuels qu'on peut attendre, mais également, on a une boucle qui est fermée parce que ce bac, aujourd'hui, on peut venir vous le collecter. Exactement, en fin de vie. Donc aujourd'hui, l'utilisation d'un bac comme celui-ci, c'est 10 ans
hein, on va dire que c'est 10 ans. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans l'industrie pharmaceutique et aussi dans l'industrie automobile. Donc ça, c'est important d'en parler. En fait, on parle aussi les tendances qu'on a les points qu'on a tendance à négliger. Nous, on va dire surtout les caractéristiques qu'on a tendance à négliger, mais surtout les essais qu'on a fait pendant plus de 3 ans qui nous ont permis de vous apporter des éléments et des caractéristiques qu'on n'avait pas forcément, qui nous semblaient logiques, mais pas forcément couchés sur le papier. La réduction sonore, par exemple. L'utilisation d'un bac PPE, aujourd'hui, on voit qu'on absorbe à la fois les chocs, donc c'est une matière qui est résiliente, mais on absorbe aussi les chocs sonores et surtout liés à un bac qui claque au sol. Donc le claquement, c'est un pic sonore de crête. On voit qu'avec un bac PPE ou sur un convoyeur, ou dans un environnement clos, on voit l'utilisation de nos bacs. Sur des rôles, l'intensité sonore est diminuée. Exactement. Et c'est vraiment ce qui ressort en termes de nuisance sonore, parce que c'est ce qu'on a vu un petit peu au préalable, c'est que les TMS, c'est pas que le mal de dos, ça peut faire partie des gènes sonores, voilà. Et on arrive à réduire jusqu'à 60% le bruit lié au convoyage. Voilà. Après, si on veut vraiment rentrer dans la technique, le bac en polypro ne génère pas de poussière, on n'est pas obligé de le former, donc on évite des coupures. Il est déjà prêt à l'utilisation, il est à fond plat et on peut le faire sur mesure. Et c'est là qu'on va anticiper. On est capable de l'adapter à vos besoins, on est capable de le personnaliser avec des logos, des couleurs. Ça, c'est important. On voit l'animation avec un bac jaune, on est capable de le faire dans plusieurs couleurs disponibles, mais on est aussi surtout capable de l'adapter pour le rendre traçable avec vos solutions de traçage de produits. Et après, c'est un produit qui s'adapte à aussi vos équipements actuels. Vous n'êtes pas obligé de changer tout votre équipement. Vous pouvez l'adapter parce qu'il a les mêmes dimensions, il est normalisé. Et demain, il sera standardisé sur le marché. On parle d'un produit qui commence à s'implémenter sur le marché, mais qui se développe de plus en plus. Et la petite cerise sur le gâteau, il est labellisé. Depuis septembre l'année dernière, il est labellisé Solar Impulse. Alors nous, Solar Impulse, c'est important dans notre société. Aujourd'hui, c'est une fondation qui… ce que disait Olivier dans le début de sa présentation sur l'éco-friendly, c'est mettre en place des solutions écologiques ou environnementales, mais qui aujourd'hui ne sont pas rentables à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour l'industrie qui met en place ces solutions. C'est pas viable des années en fait. Donc aujourd'hui, on a présenté notre gamme Comeback avec notre structure et on a vraiment fait un cahier des charges précis, on leur a présenté tous les avantages, on a fait un business plan pour montrer que cette solution était viable, elle était déjà pouvait être utilisée dans une boucle, réutilisée, on a prouvé les choses, on ne fait pas que dire les choses, on dit les choses, on fait les choses et on le fait savoir. Et aujourd'hui, on vous le fait savoir. C'est qu'on était capable de faire soumettre un produit qui a été évalué par des experts indépendants de Solar Impulse, qui sont spécialisés dans tout ce qui est faisabilité technique, tout ce qui est faisabilité environnementale, mais surtout ce qui est rentabilité financière. Et ça, c'était hyper important. Nous, c'est important aussi qu'on puisse mettre en place des solutions qui fonctionnent et qui apportent à la fois des solutions pour nos clients, mais aussi qui soient pérennes pour notre industrie. Ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on nous demande aussi chez nous, chez Knof. Exactement. Une solution qui n'est pas pérenne, on retrouve un petit peu le système d'engrenage. Une entreprise qui n'est pas pérenne, c'est une entreprise qui n'est pas viable. Exactement. Donc, pour cela, on peut pas l'inviter aujourd'hui parce que je pense que aujourd'hui il a bientôt plus de choses à faire, mais c'était une solution qui a été labellisée par la fondation de Bertrand Piccard. Et Bertrand Piccard, il faut savoir que ce label, il est gratuit. C'est pas quelque chose, on n'a pas acheté un label, on a soumis notre projet, il a été évalué et aujourd'hui il a coché toutes les cases. Il a coché toutes les cases. En cochant toutes les cases, on a obtenu ce label. Et c'est super important ce que tu expliques, c'est que c'est pas un label qui est payant. Donc, c'est vraiment un cahier des charges à remplir pour pouvoir obtenir ce label. Si vous avez des questions, on va passer dans un second temps au cas concret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet questions. Il y a la partie chat juste à droite entre le chat et sondage pour poser toutes vos questions et on y répondra à la fin. Donc, nous on aime bien toujours présenter quand on fait un pitch de vente, on aime bien toujours présenter des cas concrets, des cas qui sont assez simples pour la compréhension de tous. Et qui sont assez parlants. On aime bien les imager aussi. Ça, c'est important. On aime bien mettre des images pour faire parler et donner des chiffres significatifs. Donc, quand on parle d'utilisation d'un bac en plastique léger, donc il y a un bac plastique injecté ou un bac plastique en polypropylène expansé de le nôtre,
Et tu nous as parlé tout à l'heure de légèreté, donc on va aborder le côté poids. Exactement. L'économie de poids, par exemple, pour un même bac sur les mêmes dimensions, il faut savoir que si on utilise un bac en polypro versus un bac en injection plastique, il faut savoir que l'économie de poids, elle est de 1,6 kg et ça représente quand même 62% de poids gagné. Donc, qui dit poids gagné sur l'unité de conditionnement et de manutention, ça veut dire plus de marchandises à l'intérieur du produit, c'est-à-dire moins de vide et optimiser aussi à la fois les livraisons et le poste de travail de l'opérateur. Le poste de travail, parce qu'aujourd'hui, quand on vient manipuler des bacs, on est normalisé sur un poids. C'est ce que tu nous as présenté tout à l'heure. Voilà. Et le fait de diminuer le poids de ce bac permet de mettre 1,6 kg de matière en plus par solution de manipulation. De produit fini, exactement. Donc, par rapport à ça, si on prend un petit exemple concret, si un de vos opérateurs aujourd'hui manipule 100 bacs par jour, il faut savoir que l'économie de bac de 1,6 kg par bac va faire économiser 160 kg par jour. Ça, il faut savoir, juste pour toujours faire un petit rapprochement, le logo de notre gamme EasyMove, c'est un gorille. 160 kg, ça représente le poids d'un gorille. Donc, il faut savoir qu'en utilisant notre solution, vos opérateurs éviteront de soulever un gorille durant une journée. C'est le clin d'œil sympa, mais il fallait quand même le souligner. Et on arrive sur 35 tonnes par an. Ouais, si on travaille 220 jours par an, voilà, et aujourd'hui, ça fait 35 tonnes d'économiser en ayant notre solution. C'était concret. Enfin, je pense que c'est un exemple assez simple, mais c'est très parlant en tout cas. Qu'on utilise 10 bacs, 100 bacs ou 1000 bacs, on va toujours rester dans la logique de 7,5 tonnes par jour, mais cette logique de manipulation va s'appliquer quelles que soient les solutions. Dans un second temps, on va pouvoir présenter un deuxième cas concret, mais qui présentera le côté écologique. C'est important. On a parlé, toujours en lien avec notre fil conducteur du poids et de tout ce qui est sécurité des opérateurs et du produit, et on va parler de la partie écologique. Donc, il faut savoir qu'un bac en polypropylène expansé est réutilisable pendant 10 ans, voire 15 ans dans certaines applications. C'est un matériau qui est inerte, donc il ne va pas se sublimer. Exactement, il ne va pas se dégrader. Donc, on a parlé du côté poids dans un premier temps. Donc, si on part sur une étude de cas où on a toujours ce poids de 1 kg, 2,6 kg qu'on avait de l'autre côté en plastique injecté, on va avoir également la solution carton qui est privilégiée dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'industries, qui est plus légère et on arrive à 800 grammes. Donc, on est plus léger. Et c'est vrai que mes clients vont avoir tendance à me dire, oui, mais le carton, j'utilise moins de matière, donc je suis encore plus écologique que votre solution en polypropylène expansé, bien qu'elle soit légère. C'est une réflexion qu'on peut entendre. Exactement. Mais si on travaille sur des boucles de rotation, cette réflexion qui est apportée ne tient pas en compte du côté réutilisable. Dans notre exemple, on est parti du principe que le carton, il arrive à faire 7 rotations. Il fait 6 rotations complètes et à la 7e, il sera recyclé. Donc, en termes de besoins en bac, on va être à 8000 bacs en polypropylène expansé, 12 000 en plastique injecté. Cette notion, cet écart entre 8 et 12 000 s'explique justement par le nombre de bacs qu'on a besoin parce qu'on met plus de pièces dans un bac. D'accord. Pour le côté poids. Et là, le carton perd tout son sens sur de la rotation parce qu'on arrive à plus de 4 millions de cartons. Les chiffres font peur, oui. Et les chiffres font peur. Et si on reste dans ce côté écologique, on va avoir en termes de déchets, et c'est là que ça va être assez terrible, c'est que sur une période donnée de la boucle, il n'y aura pas besoin de créer de déchets, il n'y aura pas de déchets qui sera créé sur les solutions en polypropylène expansé ou également en plastique injecté. Okay. Et par contre, sur le carton, on s'aperçoit qu'il va y avoir des quantités astronomiques de déchets qui fort heureusement, pourront être recyclés, mais malgré tout, on crée du déchet et on est dans la dernière case des 3 R qui est le recyclable. Okay. Si on peut réduire avant et réutiliser, c'est une pratique qui est plus confortable. On réutilise combien de fois le carton en ayant recyclé? Il peut faire plusieurs boucles. Ok, d'accord. Ensuite, en termes de déchets, sur l'espace-temps final, parce qu'il faudra quand même recycler le déchet du bac, on arrive à 8 tonnes de déchets sur un bac en polypropylène expansé, contre 31 tonnes, sur du bac en plastique injecté, et on arrive à plus de 500 tonnes sur le carton. Ok. Donc maintenant, tu l'as parlé tout à l'heure, c'était le jeu concours. Ouais. Alors après, un jeu concours, c'est une chose. Alors, quel est-il ce jeu concours, Olivier? Nous,
ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de gagner 5 comebacks, vous personnellement. Et une comeback par personne. Une comeback par personne. Okay. Donc, il y aura 5 gagnants. D'accord, ok. Alors, je vous invite à prendre tous vos claviers, vous mettre dans l'onglet chat, et les 5 premiers qui écriront comeback, sans faute d'orthographe, et avec toutes les mentions bien précisées. Ça, ça tient à cœur à notre chef, et ça, c'est important. La gestion des marques, c'est très important. Exactement. Recevront leur comeback chez eux, et on les contactera en privé pour avoir les adresses. Voilà. Donc, alors Valérie, dans les backstage, nous fait voir que vous êtes déjà nombreux à avoir écrit. Donc, on va bien analyser les vainqueurs, et vous inquiétez pas. Il y a les preuves, c'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de fuite chez Knauf Industries, et on n'a pas vendu la mèche avant. Vous inquiétez pas. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions maintenant. Oui. Donc, il y a eu quelques questions. Donc, Priscilla qui nous demande sur la partie écologie, avez-vous des exemples de récupération d'énergie? Donc, Valérie Friedel, qui est notre modératrice dans le backstage, qui était l'incinération des déchets pour chauffer éventuellement des points. Donc ça, c'est une bonne réponse, effectivement. Mais comme on l'a précisé, si on peut ne pas revaloriser les déchets et ne pas créer de déchets, c'est l'idéal. On peut travailler en circuit fermé aussi pour l'utilisation de l'eau pour nos process de fabrication. Ça, c'est une des choses qu'on peut aussi faire. Il y a une autre question. En comparaison avec des emballages actuels, est-ce que la durée de vie d'un comeback est plus élevée? Alors, la durée de vie d'un comeback par rapport à un bac plastique, on est sur les mêmes durées, d'utilisation. Après, j'ai envie de dire que la résilience de notre produit en polypropylène expansé, on a une meilleure résistance à la compression verticale. Donc, c'est-à-dire que dans le temps, la flexibilité et la résilience de nos matériaux apportent plus, selon la période de l'année, que ce soit l'hiver ou l'été, apportent plus de solidité qu'un bac plastique. Un bac plastique, il faut savoir que c'est très cassant aussi. Mais c'est une des applications aussi. C'est le point. Moi, j'aurais répondu sur le côté cassant. En termes de durée de vie, je pense qu'on est à peu près similaire que sur des solutions en plastique injecté. Par contre, on perd ce côté cassant parce qu'on a une matière qui a une élasticité relative, mais qui permet d'éviter la casse des bacs en cas de chute. Ayez bien aussi, Priscilla, ayez bien en mémoire la première photo du carton endommagé. Nous, aujourd'hui, le carton endommagé, on l'a pas, parce qu'aujourd'hui, notre solution est structurée et structurante, contrairement à un carton qui est un peu plus malléable. Mais là, on n'est pas en train de faire le procès de tel ou tel matériau. Chaque matériau ou chaque solution a sa place sur le marché. Nous, on vous apporte une alternative parce que c'est une alternative qui, elle, coche toutes les cases, encore une fois. Exactement. Il y a une autre question. Est-ce que cette solution pourrait être mise en place vers les particuliers, comme les enveloppes réutilisables qui existent déjà? Alors, on va faire une référence en étant normand d'origine, on va faire référence à Ipli qui a développé aussi des solutions réutilisables. Mais oui, c'est des solutions qu'on peut envisager vers le particulier et que demain, on pourra envisager vers le particulier. Aujourd'hui, le créneau, nous, on est quand même une structure qu'on est vraiment une assise sur le B2B d'industrie à industrie, mais le côté toucher le particulier, ça via des grands noms de la distribution aujourd'hui, c'est en cours et c'est demain, le consommateur sera sensibilisé par nos solutions directement ou indirectement. Une dernière question, et après on va pouvoir clôturer cette session de questions parce qu'on déborde un petit peu sur le temps. On a une question qui, si on gagne 1,6 kg par rapport à un bac standard pour y mettre plus de produits, au final, le bac est aussi lourd, donc je ne vois pas l'impact sur le salarié qui va porter le bac. Alors oui, ça c'est vrai. Alors là, c'est parce qu'on maximise en fait deux créneaux. Il y a à la fois, on va respecter le port de charge de 15 kg, mais on va surtout mettre moins d'emballage, mais aussi on va plus optimiser nos envois. Donc, c'est-à-dire sur le phénomène, c'est qu'on va avoir un pool de bacs qui va être moins important et des optimisations de livraison sur chaîne et dans les camions qui vont être optimisées. Donc pour moi, on va avoir le même poids, mais on va optimiser le chargement. On va éviter le vide. Et en cela, on va avoir un meilleur impact sur l'environnement. Exactement. Et effectivement, Priscilla qui a également posé une question. Merci d'ailleurs Priscilla d'être aussi très active. Le poids global ne sera le même, donc il n'y aura pas d'impact sur la charge du salarié, si ce n'est qu'à partir du moment où on reste encadré dans la norme qu'on a présentée, le salarié travaille dans de bonnes conditions. Par contre, il sera plus productif en respectant ces conditions. Après, sachez qu'aujourd'hui, c'est une des missions aussi des responsables QHSE, c'est de mettre en place des best practices d'utilisation.
notre solution, il faut savoir que ça soit notre solution ou celle de nos confrères, si elle est mal utilisée, on pourra se générer des TMS. Aujourd'hui, nous, on propose une solution de manutention qui remplit nombreuses caractéristiques. Après, il faut bien l'utiliser. Ça, c'est le principe de tout produit qu'on va avoir dans l'industrie. Il faut bien l'utiliser avec les best practices sur les postes de travail. Ça, c'est important. Super. Bah, écoutez, n'hésitez pas à continuer à poser quelques questions pendant 2-3 minutes si vous avez d'autres questions. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que aujourd'hui, c'était notre premier webinaire. C'est le début d'une série. C'est important pour nous de vous apporter de l'information. C'est aussi important pour nous de vous donner plus de pistes, plus d'informations pour que vous puissiez en discuter avec vos collègues, vos collaborateurs. Et surtout, nous, ce qu'on a en fil rouge, aujourd'hui, on voit que c'est la mode de mettre des hashtags un peu à toutes les sauces. Et nous, on veut vraiment dire les choses, faire les choses et les faire savoir. Et nous, on va travailler sur un vrai hashtag fort qui est des mots, des gestes. Avec ce petit côté jeu de mots. Avec un peu un côté jeu de mots, on va pas dire comeback fait le reste, mais c'est sous-entendu. Mais surtout des mots, des gestes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots dans l'industrie. Et nous, on va vous apporter des gestes, des produits, des attentions. Ça, c'est important. Okay. D'ailleurs, si ce webinaire sera disponible en replay, n'hésitez pas à nous identifier sur notre page Facebook, page LinkedIn, Bulder ou avec le hashtag. Et pour clôturer, on va faire une dernière question de Daniel Valmar qui nous demande pouvez-vous nous présenter l'analyse des risques de votre produit? L'analyse des risques de nos produits. Alors, c'est une question qui est… alors, l'analyse des risques, comment dire moi, aujourd'hui, notre produit diminue les risques à l'utilisation, les risques pour l'environnement, les risques pour l'humain. Pour moi, aujourd'hui, l'analyse des risques, elle est faite à l'utilisation. Donc, ce que je propose à M. Valmar, c'est de lui envoyer directement notre comeback, lui proposer un rendez-vous avec… alors, je ne sais pas où est situé M. Valmar, mais je pense que l'analyse des risques, je pense qu'il faut la faire sur le terrain. Il faut qu'on se fasse notre propre expérience client, mais c'est surtout qu'on va diminuer le risque pour l'opérateur, on va diminuer le risque pour l'environnement, et je pense qu'il faut vraiment faire un cas pratique et un cahier des charges. Et en fonction de votre cahier des charges, M. Valmar, là, on pourra vraiment faire l'analyse des risques du produit, de son environnement et de votre entreprise. Ça, je pense que c'est important. Après, faire une analyse des risques, c'est un terme aussi qui est générique. Je pense qu'il va falloir qu'on se l'applique. Il va falloir qu'on le voit ensemble et qu'on définisse le cahier des charges ensemble. Et là, on pourra faire une bonne analyse des risques. On travaille toujours en écosystème, en boucle fermée. Donc, c'est important que ce soit sur la matière première, mais également dans l'application, d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, elle me plaît bien cette question-là parce que c'est vraiment une question pertinente. Mais l'analyse des risques, je pense qu'on la fera ensemble. Avec votre cahier des charges et chez vous avec notre produit. Et ça, avoir le produit dans les mains, c'est pas le tester, c'est l'adopter, mais un peu. Et vous verrez la performance. Après, vous voyez la dernière page, n'hésitez pas, surtout, on communique quand même beaucoup d'informations sur nos réseaux et n'hésitez pas à partager et à aimer notre page Bulder Solutions sur LinkedIn. Et ça, c'est très important. Vous aurez d'autres informations et vous aurez les futurs webinaires qui seront annoncés. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à clôturer parce qu'on a déjà bien débordé. Merci Olivier pour ton aide et merci ce webinaire. Pour les réponses à toutes vos questions. Merci à vous tous. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter et on reviendra très bientôt. À bientôt. Bonne journée.